pourquoi je suis passionné par ce domaine? C'est parce que ça entre en plein dans mon domaine de recherche, que moi j'ai toujours appelé méta-PNL, parce que ça met l'accent sur les différents niveaux de pratique qu'on peut avoir au niveau de la PNL. Là, je vous rappelle, c'est inspiré d'un article qui était publié dans NLP World, mais que j'avais repris pour distinguer, pour clarifier un petit peu. C'est pas les niveaux logiques de Diels, c'est les niveaux logiques de la PNL que j'appelle ça. C'est-à-dire le niveau 0, c'est le bête stimulus-réponse. Et là, on va retrouver déjà une partie du TOT qui va s'en mancher à partir du moment où on est dans une démarche d'activité normale. On ne se prend pas la tête, on va dire. Niveau 1, c'est simplement l'application des techniques, stratégie d'objectif, recadrage, questionnement, etc. Le niveau 2, c'est là où on commence, et normalement à ce niveau-là qu'on doit arriver quand on fait le maître Pratt, c'est-à-dire être capable de décoder, de assembler et de réassembler des protocoles différents pour accompagner la personne qu'on assiste à assembler les modèles et les outils de manière à ce que on puisse faire une technique de pratique de changement, pas uniquement en appliquant les checklists. C'est la différence entre le 1 et le 2. Ensuite, le niveau 3, pour moi, c'est la notion vraiment de modélisation. Et pour ça, on va voir que effectivement, ce qu'on appelle les stratégies, qui est basé sur le TOT, sur le modèle TOT, va être particulièrement important. Et je pense que d'ailleurs, c'est à l'origine de la question de Caroline, c'est parce que j'avais évoqué le TOT lors de la petite session de modélisation. Et alors, le niveau au-dessus, qui est encore un niveau logique au-dessus, en fait, on s'occupe de modéliser la modélisation et on s'occupe principalement aussi de tous les paradigmes. Par exemple, quand on passe d'un modèle mécaniste à un modèle systémique ou d'un modèle systémique à un modèle organique, et tous les paradigmes qu'on peut voir. On sait très bien que la PNL a commencé à partir de, je dirais, la métaphore ou le paradigme de l'ordinateur cerveau. On sait qu'on en est passé euh, très très loin depuis, mais malgré tout, le P de programmation est là pour nous le rappeler. Alors, en fait, ce que j'essaie de faire par rapport à ça, et le TOT rentre là-dedans, c'est que ça rentre dans en fait l'ensemble des assemblages de techniques que je fais consiste notamment à revoir, réexaminer les modèles qu'on connaît très bien, qu'on connaît trop bien même parfois, de manière à pouvoir développer une nouvelle agilité ou une nouvelle, comme on dit maintenant, tout est génératif, hein, le leadership génératif, le coaching génératif, c'est pouvoir retrouver de la souplesse dans les modèles qu'on connaît. Alors pour commencer avec les stratégies, parce que le modèle TOT est intimement lié avec les stratégies, j'aime cette histoire qu'on raconte comme étant peut-être vraie, c'est qu'au moment où Bandler, Grinder et toute la bande sont occupés à voir tout ce qui est prédicat et accès visuel, VACO, etc., etc., à un moment donné, quelqu'un aurait dit à Bandler, tiens, on va aller prendre un verre, on va les manger, et il est resté devant le tableau où il y avait ce genre de dessin, qui est en fait une stratégie quelque part. Hein. Vous pouvez imaginer, un auditif externe, le réveil sonne, visuel remémoré, je me vois en train de déjeuner ou je me vois au boulot, auditif interne, il est temps que j'y aille, et qu'à moins, non, tout compte fait, ou auditif interne, je suis fatigué, je me dis, et puis qu'à moins. Et en fait, Bandler a dit non, je ne vais pas boire un verre, ce qui doit m'étonner d'après la réputation qu'on entendait qu'il avait à ce moment-là. Et il s'est dit, moi, ce que je me demande, c'est ce qu'il y a dans ces flèches. Et ça, je trouvais que la question était intéressante. On est habitué à voir ces accès sensoriels, auditifs, visuels, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? Et je pense que là, on est en plein dans le sujet, et surtout que la PNL s'est construite et s'est créée dans les années 70, à une époque où, en fin de compte, le paradigme, je dirais, behavioriste avec Skinner était dominant, qui lui-même était déjà une réaction j'allais dire au paradigme, mais en tout cas à l'aspect, la dimension psychanalytique qui interprétait les choses toujours de l'intérieur. Et ici, Skinner a dit, je vais introduire une démarche plus, on va dire, scientifique,
et je vais mesurer, c'est-à-dire je vais observer, mesurer ce que je vois à l'extérieur. Et ça induit ce concept de boîte noire, à savoir, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur parce que je ne peux pas le capter, je ne peux pas rentrer dans la boîte, donc je vais me contenter de regarder ce qui se passe entre, je dirais, à partir du stimulus et de voir la réponse comportementale. Et expérience avec les pigeons, c'est pas par insinuation avec vous, hein, c'est simplement les pigeons, c'est la photo que j'ai trouvée. Alors, si je regarde dans mon plan pour ne pas oublier, en fait, il y a ce qui est important justement, c'est que c'est à l'époque où on est passé justement de cette démarche behavioriste à une démarche plus cognitive, où on a commencé à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, probablement en réaction avec les excès du behaviorisme. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu fleurir la cybernétique, la systémique, tous les travaux Babson qui a travaillé avec l'école de Palo Alto et qui vient introduire une notion essentielle qu'on va retrouver dans le TOT, c'est la notion de boucle de rétroaction, c'est-à-dire comment on injecte ce qui est à la sortie à l'intérieur pour pouvoir obtenir un effet très connu en systémique, c'est l'homéostasie, c'est-à-dire la manière qu'a un système de pouvoir se maintenir dans un état d'équilibre. Et cette boucle de rétroaction génère des comportements qui sont assurément différents de toutes les mécaniques, justement toutes les dynamiques mécanistes. Bateson, je pense, dans un de ses livres, disait si vous donnez un coup de pied dans un ballon, vous savez que la balle va partir à 10 mètres probablement, mais si vous donnez un coup de pied à un chien, c'est pas sûr que vous aurez le même effet. Peut-être qu'il va vous mordre. Donc en fin de compte, ce qui se passe à l'intérieur de la boîte est quand même important d'une certaine manière. Alors, pour illustrer cette notion de boucle de rétroaction, le meilleur exemple, le plus classique, c'est l'exemple de thermostat de chauffage, à savoir vous rentrez chez vous, ou vous vous levez à 4 heures du matin, vous avez un sentiment de froid, je ne sais pas s'il fait froid en Calédonie, on va prendre ça pour la Belgique, peut-être, et vous avez plusieurs manières d'aborder la question. Un, vous avez votre perception personnelle. Je sens que j'ai froid, je ne suis pas en forme, je suis fatigué, etc. Donc ma perception de la température est différente de la perception de la température par un thermomètre qui va dire 16 degrés, 17 degrés, 18 degrés. Ensuite, à partir du moment où vous avez froid, vous allez donner une commande, vous allez dire je veux avoir chaud, et vous allez traduire ça en je voudrais 20 degrés dans la pièce. Vous mettez la commande sur le thermostat et le thermostat va lancer une commande à la chaudière que j'ai brillamment dessiné avec ce carré et ce rond, et il va dire il faut de la chaleur parce que le propriétaire des lieux a froid. La chaudière va se mettre en marche, va chauffer le radiateur, qui va donner de la chaleur, et moi je vais avoir ce sentiment de dire tiens, il fait meilleur maintenant. La boucle de rétroaction fonctionne comment? Ben, tout simplement, à partir du moment où il y a assez de température et que le thermostat mesure une température de 20 degrés, eh bien, il va s'arrêter, il va dire chauffage, arrête-toi, maintenant c'est bon. La température va rediminuer et puis on va recommencer en passant de chaud-froid, avec une régulation. Alors naturellement, plus le système va être précis et plus la température va se stabiliser à la valeur qu'on a voulu. Mais si vous avez un système un peu grossier, vous allez voir, s'il ne réagit que à 21 ou 22 degrés et à 16 degrés, mais vous allez passer chaque fois d'un excès à l'autre. Alors voilà pour l'exemple de la boucle de rétroaction, et c'est ce qu'ont matérialisé dans ce modèle Pribham et Galenter dans ce fameux bouquin dont j'ai oublié le titre, Plants and the Structure of Behavior. Et ça c'est la formule que eux ont utilisée, c'est-à-dire un stimulus, une sortie, une réponse, un test et un operate. Donc test, operate, test, exit. Donc on a bien ce test deux fois, en fait c'est le test au départ, et on verra tout à l'heure qu'on peut parler de déclencheur, trigger. Ce test va pouvoir initier la démarche, activer la commande, c'est le thermostat qui dit voilà, il a écrit 20 sur le thermostat, j'ai mesure 16, je vais donc donner une commande pour
activer la chaudière et à un moment donné, je vais mesurer la température, il fait bon, ça va, je peux sortir de la démarche avec un retour au calme, c'est-à-dire on arrête l'action, on arrête l'action. Alors ce qui est intéressant, bien sûr, c'est, vous allez voir que les représentations me paraissent, moi, particulièrement importantes. Il y a différentes manières de représenter le tot. En voilà une, c'est celle qui est la plus proche de la démarche originale. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fin de compte, ce tot rassemble en lui-même deux choses. La première chose, il y a cette opération, donc l'action, et le test. Et ça fait intimement partie du même système, parce qu'il y a cette boucle de rétroaction. Et si on voit maintenant dans ces fameuses stratégies où on a des aspects auditifs, visuels, comme on fait en PNL, on a que chacune des étapes, chacune des actions est un bloc composé de ce test operate, test exit. Si on regarde maintenant dans la composition, on peut voir que les stratégies effectivement vont de plus simple au plus compliqué et qu'en fait c'est un peu un système, comme dit Ken Wilber, des holons, c'est-à-dire qu'en fait le tot est un tout en soi et en même temps c'est une partie d'un tout. C'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur de l'opération se reposer, donc je l'ai mis dans le test mais j'aurais pu le mettre d'une manière plus générale, on a une opération qui consiste à dire je vais partir en voyage pour atteindre l'objectif, me reposer. Et partir en voyage se compose lui-même de différentes opérations. Là j'en ai mis une, faire mes valises par exemple. Donc on a cette notion véritablement de, on peut dire de haut long, mais on peut aussi faire une allusion avec les fractales, c'est-à-dire qu'en fin de compte on retrouve le tot à différents niveaux, du plus vaste au plus détaillé. Et c'est ça qui rend, je dirais, le modèle à la fois attractif et complexe à la fois. Parce que la question qui se pose, surtout dans la modélisation, c'est on s'arrête où? Où est-ce qu'on s'arrête dans l'histoire? Et la PNL va relativement loin, puisqu'on s'arrête, en théorie, en tout cas c'est comme ça qu'on l'apprend, à tout ce qui est opération élémentaire sur un plan sensoriel. C'est-à-dire du visuel, de l'auditif, j'entends une voix, je vois une image, ou je construis une image, ou j'ai un kinesthésique négatif ou positif. Donc on descend quand même à un niveau qui est probablement très surprenant pour le commun des mortels. Nous sommes habitués, mais il ne faudrait quand même pas oublier que c'est quand même relativement... et c'est difficile d'aller questionner pour obtenir ça, parce que ça se passe en général tellement rapidement que ce qui se passe, c'est que c'est comme si on demandait des choses que les gens ne perçoivent pas. Et donc parfois il faut faire des suppositions, il faut faire des comme si, il faut simuler, il faut essayer d'imiter, etc. etc. On peut faire aussi une autre visualisation, à savoir que des processus plus complexes auront le même tot, mais l'opération se composera d'une séquence dans ce cas-ci, mais chacun des éléments pouvant être également une imbrication de tot. Donc ça peut vraiment être très complexe, où ici on voit que pour cette action-ci, et on va voir tout à l'heure par rapport à la place qu'on va faire pour la notion d'objectif, vous avez une séquence ici de deux actions. Il faut que la première action s'entame, se termine bien, c'est-à-dire avec un résultat satisfaisant, pour que l'autre puisse commencer. Et à ce moment-là, la première va déclencher la deuxième, et probablement qu'il faudra l'attendre. Après, on a tous les mécanismes qu'on retrouve dans l'informatique ou dans l'électronique, où on peut avoir des processus qui sont en séquence, on peut avoir des processus qui se passent en parallèle, on peut avoir des processus qui sont encapsulés les uns dans les autres, c'est-à-dire qu'un grand processus à l'intérieur, un ensemble de sous-processus, et on peut avoir aussi des démarches qui se passent en parallèle, synchrones, c'est-à-dire j'ai besoin que l'autre ait terminé pour que j'ai terminé, et asynchrone, c'est-à-dire on s'en fiche, moi j'avance, je te retrouve là-bas. Donc on a tous ces mécanismes qui peuvent être là, et je pense, en tout cas moi c'est ce que je vois dans le travail de modélisation que je fais, c'est qu'il est important d'avoir à l'idée l'ensemble de ces possibilités.
ça limite beaucoup moins quant au décodage des compétences en particulier. Alors, ici, là, ce qu'on fait dans cette étape-ci, et là, on rentre un peu plus dans la démarche qu'on voit en PNL, c'est-à-dire que si on prend le modèle de base qui est à gauche, on a remplacé ici le stimulus par l'objectif, et la sortie, ben, ça va être le comportement, ou ça va être l'objectif atteint. Et de nouveau, on va voir que cette représentation est puissante, mais elle a sa limite dans sa représentation, parce qu'en fin de compte, ce qu'on a à la fin, c'est ce qu'on a au début. Mais ici, en fin de compte, ça commence comment? Comment ça commence? Mais tout simplement parce que je me définis un objectif. J'ai envie de me retrouver dans cette situation-là. Instantanément, parce que c'est ça l'effet systémique qu'on obtient avec ce modèle, je sais que je n'y suis pas. Sinon, je n'aurais pas envie d'y être, tout simple. D'accord? Donc je sais que je n'y suis pas. Donc le test est immédiat. Il me dit, j'y suis pas. Activation automatique de l'opération pour arriver à la sortie. Et peut-être que je me rapproche de l'objectif et peut-être que je ne me rapproche pas. D'accord? Si je me rapproche ou que j'y suis, le taux s'arrête et je passe à autre chose. Les exits veut dire ça, je sors de cette boucle. Je sors de cette dynamique de ce taux-là et je passe dans un autre parce que inévitablement, je passerai dans un autre. Une autre représentation, parce que celle-ci est limitée, et moi c'est celle que j'ai utilisée beaucoup plus longtemps que la première. C'est-à-dire que moi, opérationnellement, la première, celle qu'on a vue juste avant, j'avais un peu du mal. Cette notion de truc en parallèle, on commence par un test qui n'est pas un test, c'était un peu compliqué. Et j'ai plutôt eu l'habitude de travailler avec cette représentation-ci, à savoir, à partir du moment où je me définis un objectif, on peut appeler ça aussi une valeur de référence, c'est-à-dire c'est les 20 degrés du thermostat, d'accord? Je vais mettre ça comme point de départ et je vais commencer directement cette comparaison avec quoi? Avec l'état présent. En fait, ça c'est l'état désiré et c'est l'état présent, d'accord? Et comme il y a une différence, le comparateur va activer une commande qui va provoquer l'action. Et si le comparateur me dit c'est bon, on y est, je vais sortir. Donc là, on est déjà dans quelque chose un peu plus séquentiel et ça induit en erreur parce que ce test, cette comparaison, a l'air d'être avant et il l'est, mais il ne l'est pas. Et ça, c'est une dimension qui me paraît importante de prendre en considération. On peut encore compléter ce modèle-là avec quelque chose d'autre, c'est qu'en fin de compte, l'action en soi, ce qu'elle produit comme effet, va être observable, mesurable, détectable sur l'environnement. Si mon thermostat a bien fait sa commande au niveau de la chaudière, la température va monter. Donc il y aura un effet sur l'environnement. Cet effet sur l'environnement, on le sait très bien, on a des filtres, on ne le capte pas en direct. C'est-à-dire qu'on va faire un processus d'interprétation, omission, distorsion, généralisation, tout ce que vous voulez. On va percevoir avec les moyens du bord, comme on dit, un certain nombre de perceptions sur l'effet que j'ai eu avec mon action sur l'environnement. On a déjà de nouveau des paramètres en plus qui viennent s'ajouter. Et de nouveau, c'est cette perception que j'ai de l'évolution de la situation, du résultat, que je vais comparer avec l'objectif que je me suis assigné ou que j'ai choisi pour moi. D'accord? Et ça serait bien si c'était comme ça, mais il y a encore d'autres. Je pense jusqu'au bout, je vais cliquer dans le mauvais sens. Il y a que l'effet sur l'environnement n'est pas influencé que par mon action. Il y a aussi des perturbations. Et c'est un terme général qui peut dire d'autres personnes ou tout ce que vous voulez, mais qui vont avoir un effet sur l'environnement. Le problème, c'est que cette perturbation, si elle joue dans le mauvais sens, elle peut me faire perdre espoir d'atteindre un jour mon objectif, ou bien elle peut me faire croire que je suis génial, que j'étais particulièrement performant, parce qu'en fait, c'est elle qui a provoqué l'événement. D'accord? Ça, c'est la mouche du coche dans les fables de La Fontaine, quoi. Je crois que c'est moi, mais en fin de compte, tout s'est résolu sans moi. D'accord?
Et de nouveau, ce sont des facteurs à prendre en compte dans une modélisation, c'est de voir effectivement, de voir et d'examiner chacun des éléments de ce schéma, de manière à pouvoir intervenir. Quand ça se passe bien, il n'y a rien à faire, mais quand ça se passe mal, c'est une remise en question. Alors, quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question aussi. Alors, la première solution, bien sûr, consiste à continuer de faire la même chose, puisque le comparateur me dit on n'y est pas, on continue. Et vous connaissez très bien que je crois que c'est une définition de la folie, c'est vouloir obtenir un résultat différent en faisant toujours les mêmes actions. Donc on peut avoir une dérive par rapport à ce modèle-là, en disant tiens ben voilà, j'y suis pas arrivé, c'est pas grave, je continue. Mais bon, c'est pas nécessairement le bon choix. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Sur quoi je vais pouvoir jouer quand j'en suis là? Est-ce que cette fois-ci je l'aurai? Non, je ne l'aurai pas, bien sûr, je me suis encore trompé. Je vais reprendre ici l'exemple de la chaudière et du thermostat. Je veux avoir chaud, je veux 20 degrés dans la pièce. Il faut que je traduise en langage thermostat. Parce que avoir chaud, le thermostat, il ne comprend pas. Donc déjà un travail d'interprétation. Je vais donc fixer cet objectif à mon thermostat, 20 degrés dans la pièce. Ensuite, le comparateur va dire, ben ça, je ne l'ai pas, c'est clair, je ne l'ai pas. Et le thermomètre me dit que j'ai que 16, je ne sais pas combien. Action chaudière, mettons en marche, produit de l'eau chaude, radiateur chauffe, effet sur l'environnement, température monte, mais j'ai oublié de fermer une fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'aurai pas nécessairement le résultat. Ou d'autres phénomènes, le soleil commence à taper sur les fenêtres, et tout d'un coup la température monte, alors même que la chaudière n'est pas encore prête. La pièce se réchauffe, mon confort, dans ma perception, c'est pas, ça peut être un visuel externe sur le thermomètre, parce que psychologiquement, je me dis 20 degrés égale, je me sens bien. Mais en fait, vous savez très bien que la sensation de confort, de température est liée aussi par exemple, à l'humidité. D'accord? Donc, en fin de compte, je ne vais pas nécessairement me fier au thermomètre, je vais me fier à ma sensation, un cas moins, un cas plus, c'est bon, c'est pas bon. Bon, là, je suis dans le thermostat. Hein, je t'ai dit, ouais, ben 20 degrés, c'est pas assez. Je vais mettre sur 21 parce que j'ai pas bon, comme on dit en Wallonie ici. Euh, donc ici, on va travailler ça de cette manière-là et on voit déjà que les choses encore peuvent continuer à se compliquer. J'en suis là. Je vais maintenant passer à une autre représentation où là, en fin de compte, cette ambiguïté avec ce test, opérette, test, ce double test qui était représenté d'ailleurs par un seul test dans le premier schéma, en fait, on peut le transformer en un test qui devient trigger. Donc le T est sauvé, on est content. En français, déclencheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va démarrer mon processus, mon action. Alors, ce test, ou ce trigger, ou ce déclencheur, il devient complètement distinct du test final, mais on le retrouve ici. On a trigger, operation, test, exit. On est bien, c'est un vrai TOT, en français, déclencheur, opération, test ou comparaison, sortie ou résultat. Mais ça a l'avantage de mettre l'accent sur la différence de nature. Parce que ce n'est pas la même chose de déclencher une opération ou une stratégie que de faire une opération qui va décider si on peut ou on ne peut pas, ou on ferait mieux de sortir. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Notez ici qu'avec ce schéma-ci, ce que vous avez en plus, c'est que ici, le déclencheur n'a pas nécessairement à être le test de départ. Le déclencheur peut être démarré par quelque chose d'extérieur au processus. Quelqu'un sonne, mon téléphone sonne, je me dis, blablabla, etc. Donc, le déclencheur, dans cette formulation-ci, ne doit pas nécessairement être intégré dans le processus. Il peut simplement démarrer. Et pour moi, de nouveau, c'est une nuance qui me paraît importante. Si maintenant, par contre, vous êtes
je dirais, un peu incommodé par cette notion séquentielle parce qu'elle est fausse. Elle est définitivement fausse dans certains cas et elle est vraie dans certains autres cas. C'est que vous pouvez avoir la représentation qui ressemble un peu à celle du début en mettant le test au-dessus. Et là, vous avez une sorte d'induction de l'idée que un déclencheur démarre le processus qui est un test permanent pour savoir si j'y arrive et continuer l'opération. Et si l'opération est assez simple, ça risque d'être suffisant. Si l'opération n'est pas assez simple, on va arriver à ne jamais atteindre le résultat et là, il faudra faire quelque chose en plus. En parlant de quelque chose en plus, on peut aussi distinguer le test final. Donc on avait déjà transformé le premier test en déclencheur. Cette fois-ci, on va en plus éclater le test final en deux composantes. Un, la comparaison, le test, la comparaison au sens est-ce que j'ai ce que je veux? Et l'autre, c'est la décision. Et là, ça induit, je dirais, la carte mentale ou la capacité cognitive de la personne qui est capable d'évaluer, tiens, je n'ai pas atteint le résultat, est-ce que je décide quand même de continuer, je veux dire, bêtement ou automatiquement, ou est-ce que je dois faire un nouveau processus, déclencher une nouvelle stratégie qui peut être une remise en question de n'importe quel paramètre. Donc là, de nouveau, dans le décodage, là je parle par rapport au décodage d'une compétence ou même d'un état problème, c'est de voir est-ce que la personne a une perception. Est-ce qu'elle a une perception que quelque chose a changé ou qu'elle n'a pas atteint le résultat ou qu'elle l'a atteint? Et sur base de ça, à partir du moment où je sais qu'elle a perçu la différence, comment se déroule son processus de décision? Et ce processus de décision, c'est un tot en soi. C'est une stratégie en soi. Et de nouveau, en mettant les deux éléments comme ça permet d'aller un peu plus profondément pour distinguer des choses pour autant que ce soit nécessaire. Parce qu'avec le simple test, à partir du moment où la personne en face de vous, manifestement, a compris que la température n'est pas bonne, donc elle l'a perçue, et malgré tout, elle est incapable de se décider. Qu'est-ce qui se passe? Et vous avez ça par exemple, moi j'ai ça ici parce qu'on a notre adolescent ici, quand il a faim, on dit à table, ouais, il se fait une assiette gigantesque parce que sa comparaison est complètement tordue, quoi. Sa comparaison, elle n'est pas du tout dans le sens d'évaluer la quantité avec l'appétit. Il a fort faim, donc il faut une grosse assiette. Et la plupart du temps, il ne la termine pas. Il ne la termine pas. Donc en fin de compte, là, il y a un problème au niveau du test. D'accord? Après, au niveau de la décision, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est encore une autre question. Donc on a parfois pertinence. Et de nouveau, l'avantage d'utiliser des représentations différentes du TOT vous permet d'aller trouver l'élément qui va faire la différence. Plutôt que de prendre le processus global où là, vous n'allez pas pouvoir en sortir. Alors, ici, voilà, oui, ben, joli. Alors, ici, maintenant, c'est le cas où je n'ai pas atteint l'objectif. J'ai fait l'opération et je me rends compte que ça fonctionne pas, j'y arrive pas, je n'arrive pas au résultat. Et là, ça met en évidence quelque chose de plus, mais qui est comparable à la notion de haut long dont j'ai parlé ou de fractal, à savoir que si j'ai commenté l'objectif, si je vais faire une comparaison pour voir atteint ou pas atteint, ensuite une action, un effet sur l'environnement et un retour de perception qui me dit je continue à l'atteindre ou à ne pas l'atteindre, je vois que ça ne fonctionne pas, je peux entamer une nouvelle démarche qui est de m'interroger sur ok, voilà mon objectif. Ici, l'objectif c'était de mettre mon thermostat sur 20 degrés de manière à avoir chaud. Mais peut-être que ma chaudière est sous-dimensionnée ou qu'il fait très très froid dehors et qu'en fin de compte, je n'y arriverai pas par rapport à ça. À ce moment-là, je vais pouvoir m'interroger sur un objectif supérieur. Qu'est-ce que je voulais atteindre en essayant d'atteindre cet objectif? C'est-à-dire l'objectif qui est au-dessus.
Et cet objectif au-dessus pourrait m'amener à choisir un autre objectif. Prends une couverture, mets-la sur toi. D'accord? Donc là, on va avoir un questionnement. Et pour aller encore plus loin que ça, parce que ça, ce n'est que la première étape, c'est que dans mon mécanisme de prise de décision, quand je vois que je n'atteins pas le résultat ou que je n'ai pas encore atteint le résultat, voilà les options qui sont là. Je regarde si j'y ai bien ajouté celle qui me manquait tout à l'heure. Oui, j'ai la première option, ça c'est classique du TOT. Je continue à agir, je continue l'action, je continue de chauffer, je finirai bien par atteindre la température. Et en disant ça, il faut que vous entendiez qu'il n'y a pas simplement j'atteins le résultat ou je ne l'atteins pas. Il y a la notion de gradient. De la même façon que le changement peut être assimilé à la métaphore de déplacement. J'ai pas atteint le résultat, est-ce que pour ça je dois être frustré? Non, si je peux évaluer la dérivée de ce déplacement, à savoir la vitesse, et que je vois que la vitesse est bien orientée dans le bon sens, ça veut dire ok, je vais y arriver. Enfin, probablement en tout cas. Donc, et ça vaut la peine à ce moment-là de continuer l'action. Mais si je vois que je vais carrément dans une autre direction, il faut que je me pose des questions. Peut-être que je devrais fermer la fenêtre, par exemple. D'accord? Je peux aussi changer mon action, c'est-à-dire en fait développer une autre stratégie et transformer l'action, continuer d'agir, mais transformer l'action. Je ne sais pas, allumer une chaufferette électrique, je ne sais pas, n'importe quoi. D'accord? Mais je peux aussi changer de test, c'est-à-dire réévaluer. Ok, je dis que je n'ai pas atteint le résultat. Si vous prenez l'exemple d'atteindre 20 degrés, si je suis une personne très exigeante, 19 degrés et demi, ça c'est pas assez. 19 degrés 6, c'est pas 20. 19 degrés 7, c'est pas 20. 19 degrés 9, 9, 9, 9, 9, c'est pas 20. On voit bien que le test aura une influence dans le fait d'arrêter ou de faire continuer la comparaison, enfin la procédure sur base d'un test qui serait trop exigeant. D'accord? Je peux aussi travailler sur ma manière de percevoir. Donc on a un ensemble de points d'action qui sont des leviers de changement qui peuvent être faits. Et bien sûr, on a aussi changé d'objectif. Et quand je parle d'objectif, je parle de cet objectif qui est en bas. C'est-à-dire objectif de ce niveau-là. Qui est basé sur quoi? En fait, là, c'est vraiment la comparaison qu'on pouvait faire avec les équivalences concrètes. À savoir, tiens, être de bonne humeur, c'est sourire. Ici, vous pouvez voir que l'objectif supérieur qui a un niveau d'abstraction forcément plus élevé sera traduit par je veux 21 degrés dans ma pièce, alors que je veux simplement être bien. Et je peux à ce moment-là avoir véritablement une évaluation dans un méta-taught ou un méta-stratégie ou un méta-questionnement dans lequel je vais me dire ok, est-ce que atteindre cet objectif, c'est vraiment ça que je voulais? Non, ce que je veux, c'est me sentir bien et ne pas avoir froid ou grelotter ou avoir du confort. Donc là, je vais pouvoir déclencher un nouveau processus qui va influencer complètement. Parce que si je change l'objectif, il est probable que la stratégie qui est ici n'aura absolument pas la même nature et la même consistance, pas les mêmes étapes, etc., etc. Ça va? Je vais arrêter ici pour avoir vos remarques, vos questionnements et continuer après sur d'autres choses qui seront encore un peu plus sérieuses encore. Mais ouvrez vos micros et posez vos questions si vous êtes un peu éveillé après 3 cafés à 4 heures du matin, je ne sais pas. Non, 4h44, ouais, non, presque 5 heures, maintenant c'est presque une heure normale, hein. Moi, j'ai une question. C'était Skinner. Skinner, il travaille sur les pigeons. Et puis, il a installé des stratégies, Skinner. Et il essayait de voir comment on pouvait dresser des pigeons. Et il donnait des récompenses. C'était en général un bon repas, un grain de blé, etc. Et puis, ces pigeons, ils avaient l'habitude d'être entraînés. Enfin, pour la majorité d'entre eux, parce que certains pigeons étaient tout neufs, ce n'étaient pas des pigeons experts en entraînement. Un jour, Skinner a eu une idée débile. Il s'est dit, je vais faire quelque chose. Je vais récompenser les pigeons et je vais voir ce qu'ils apprennent. Alors là, il y a des pigeons qui se sont mis à nodding. Comment ça se dit là qu'on fait ça avec sa tête? À hocher de la tête.
Il y a des pigeons qui se sont mis à taper sur le... Enfin, ils ont eu des tas de comportements et les pigeons ont tous inventé leurs petits comportements, ou presque. Des comportements qui étaient parfaitement idiosyncrasiques, qui, comme chacun veut dire, ne veut pas dire que les pigeons sont des abrutis, mais qu'ils ont des comportements qui ne dépendent que d'eux-mêmes. Et donc, ils ont tous développé ou presque des stratégies pour obtenir du grain, mais aucune ne leur avait été donnée. Et moi, à chaque fois que j'ai regardé Tots, comme tu as parlé de Skinner en plus bas, la punition dans la tête, chaque fois que j'ai regardé Tots, je me suis dit, mais ok, ils ont une stratégie, les pigeons, mais comment elles s'élaborent leur stratégie? Il vient d'où le stimulus pour qu'ils commencent à hocher de la tête, tels des Damien Raxi de base qui ne comprennent pas et qui deviennent autistes? Mais ça pose la question de toute l'acquisition des compétences en général et tous les mécanismes d'apprentissage, c'est-à-dire essai-erreur, correction au fur et à mesure. Je parle pas des pigeons, hein, j'ai pas une expérience, je ne connais pas personnellement des pigeons, donc je ne vais pas vraiment me prononcer, mais je dirais par rapport aux humains, c'est quand même la stratégie classique essai-erreur qui fait qu'on apprend à marcher, qu'on apprend à progresser, et que normalement la modélisation devrait permettre d'avoir quelques raccourcis. Mais et ce qui est vrai également, c'est que effectivement, il n'y a pas de stratégie universelle, pas nécessairement. En tout cas, il y a des choses qui marchent bien avec beaucoup de gens, mais pas nécessairement avec tous. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est vraiment la notion de mécanisme d'essai-erreur, quoi. On essaye et tout d'un coup, la personne répond, tiens, ben oui, je continue, quoi. C'est pas plus, pas moins. Enfin, je vois pas. c'est- Et ça, c'était assez marrant, parce que Skinner, c'est vieux, hein, ce truc-là, je l'ai appris quand j'étais jeune et beau. Mais il avait parlé de comportement interne, et puis après ça, de validation interne. Et donc, dans les stratégies, ce qu'il y a de rigolo, c'est que souvent, le trigger, il vient de l'extérieur. Il peut souvent venir de l'intérieur. Puis le test, en fait, on parle souvent de comparaison externe. Et j'y pense souvent à cette expérience parce que parfois tout se passe dans la tête, quoi. Tu crois que tu vois quelque chose, ou tu crois que tu ne le vois pas, ou tu imagines que quelque chose existe, tu fais une hypothèse, tu dis, bon, l'expérimentateur, il attend certainement quelque chose de moi, ou le grand architecte, j'en sais rien, parce que peut-être que, ou Dieu, la nature. Et puis on essaye des trucs, et puis on imagine qu'il y a une solution, parce qu'on ne voit rien, on fait une corrélation illusoire. Et le derrière, c'est que ce qu'il y a derrière ce que je dis, c'est que les stratégies, pour moi, hein, il ne faut pas oublier qu'on voit quelque chose d'assez rationnel, on a des entrées, des sorties, mais parfois les entrées et les sorties, elles sont à l'intérieur de la personne. Et donc quand on va les éliciter, ben ouais, bien sûr, c'est bien d'avoir le schéma présent à la tête, mais il ne faut pas trop qu'il soit câblé sur le monde extérieur, il peut être câblé sur n'importe quoi. Ouais, mais là, t'as raison, et je pense justement que c'est probablement là qu'il y a eu cette, je dirais, dans les années 70, l'innovation, c'était effectivement, c'est-à-dire on sort de la boîte et on va décomposer plus avant, alors que j'imagine que Skinner, il regardait, je mets des graines, je mets de l'électricité et il bouffe pas, enfin ça, je dirais ça c'était tout ce qui était extérieur. Ici quand même, dans la décomposition au sens PNL des stratégies jusqu'au niveau, je dirais, VACO, vraiment niveau étape vraiment perceptuelle et sensorielle, d'une part, c'est pas facile à faire, et d'autre part, c'est quand même assez, ça va très très loin dans le détail. Alors, et là, tu as raison aussi, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est inondé, et c'est un peu la difficulté dans la modélisation, c'est qu'on est inondé de stimuli, de visuels, d'auditifs, et d'étapes, et de pensées, des trucs pareils, et on a beaucoup trop, on a toujours de trop, et il faut trouver celle qui fait le fil rouge, celle qui va faire le fil rouge, et, et, et moi, d'expérience, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir, je rentre dans la stratégie à partir du moment où je travaille sur, où je détecte un test. En fait, moi, c'est sur le test que je peux construire. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir où se fait la comparaison. Alors, où se fait la comparaison est une précieuse indication. C'est par exemple, je compare l'image que j'ai par rapport ou des choses pareilles, où je me dis, et puis je me sens bien, voire bref. À ce moment-là, je vais m'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé juste avant et ne pas, et pas chercher beaucoup plus loin. Mais la plupart du temps, la difficulté, c'est qu'on a trop d'informations ou rien comme information. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on dit et qu'est-ce que tu as vu juste avant de dire rien, moi, ça passe tellement vite que
et ça passe au bleu, quoi. Donc ça me paraît aussi un élément significatif, c'est que on a ou trop peu, ou pas la bonne, et pour ça, il n'y a qu'une seule réponse, c'est l'écran blanc, c'est-à-dire je reproduis, je reconstitue. Si j'arrive à le faire, il y a des chances que c'est bon. Si j'arrive pas à le faire, il y a des chances que c'est bon aussi, mais que j'ai pas trouvé encore. Et ça m'a particulièrement frappé quand on avait fait le travail avec toi la fois passée, c'est que dans la stratégie de modélisation, il doit y avoir quelque chose comme une sorte de représentation. Ma femme a commencé un puzzle hier et elle a mis toutes les pièces, les coins, les bords et les choses pareilles. Et l'image, elle n'y est pas du tout. Je crois qu'elle a assemblé 4 pièces, pas plus. Elle a passé 2 heures à classer les pièces. Et pour moi, ce processus de modélisation, c'est-à-dire l'analyse de ce TOT ou de cette stratégie, passe par ça. C'est-à-dire, c'est un sac de pièces, on les mélange un peu et on commence à voir des patterns. On voit des pièces qui ont des formes de coins, des pièces qui ont des formes de couleurs unies, des pièces qui ont des couleurs mixtes, etc., etc. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose, on arrive à distinguer quelque chose. Maintenant, on peut le prendre à l'inverse. On peut aussi définitivement construire des stratégies. J'ai du mal à me lever. Jusqu'à un certain temps, par exemple, quand mon réveil sonnait, j'avais le fichu habitude, j'ouvrais la radio, j'écoutais les infos, et 3 quarts d'heure après, j'étais encore pas encore levé. Oui, c'est ridicule. Pourquoi tu mets ton réveil si tu te lèves pas? Et donc, en fin de compte, bon, ben, d'une manière grossière, quand j'allume le réveil, j'ouvre la radio, j'écoute, et à un moment donné, j'ai un sentiment de, et là, tu trouves pas que tu exagères, dialogue interne ou sensation qu'à moi, merde, j'ai perdu du temps quand je vois l'horloge, visuel externe. Soit, je dis ok, ça va, je vais interrompre, je vais faire une rupture de la chaîne et je vais simplement enlever la partie, j'allume la radio. Et je construis la stratégie comme étant, quand le réveil sonne, j'ouvre la couverture à la place d'allumer la radio. Et comme j'ai froid, je me lève. Et voilà. Donc on peut les construire aussi. Après, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Ça, c'est une autre question. Après ça, il y a un autre écueil, c'est que comme c'est fractal, quand on modélise, enfin, moi, quand je modélise, comme c'est fractal, des fois, je veux modéliser une compétence X et je vais un peu dans le détail. Puis donc, il y a deux systèmes qui apparaissent dans le système que je voulais faire. Il y a deux sous-systèmes. Puis je peux focaliser sur le mauvais système Ouais. Ça, ou l'inverse. c'est un grand péril. On a eu ça quand on a travaillé avec toi. C'est qu'il faut être d'abord clair sur la compétence, c'est-à-dire sur l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et souvent, un objectif en cache un autre, effectivement, et on peut se perdre dans la stratégie. Ici, par exemple, dans le schéma, vous avez vu le test et la décision. Vous pouvez avoir une possibilité de basculer dans la stratégie de prise de décision, par exemple. Alors qu'en fin de compte, on s'occupe d'un problème qui n'a pas directement à voir avec la décision. Et ça, c'est la seule manière de faire, c'est de contrôler par l'écran blanc, est-ce que j'ai besoin de ça pour avancer? Est-ce que j'ai besoin de ça? Et si j'ai besoin, je le garde. Et si j'ai pas besoin, hmm. Et les intuitions avec l'entraînement viennent, c'est qu'à un moment donné, on sent que ça n'appartient pas à ça. En fait, on sent que c'est là, mais c'est pas. Enfin, moi, c'est très kinesthésique quand je le sens, c'est cette dimension-là. Autre question, commentaire? Chantal. Moi, je me demande toujours ici quelle est la place de la croyance dans l'élaboration de la stratégie. Euh, L'auditif interne va être évidemment très influencé, mais dans tout ce on ne parle jamais de ça. Mais l'écran blanc, euh, avec une croyance différente, ça fait pas un vrai et bon écran blanc. Oui, j'ai entendu 2 questions dans ta question. Un écran blanc avec d'autres croyances, c'est pas un écran blanc, donc c'est raté, comme Oui, on dit. donc quelle est la place de la croyance dans la détection de la stratégie aussi? Alors là, réponse normande, à la fois ça a un rôle et à la fois ça n'a pas un rôle.
Moi, je pense dans l'absolu que ça n'a pas la croyance en tant que telle n'a pas un rôle, sauf dans une seule dimension, c'est la dimension du comparateur ou du test. Bon, on peut gratter dans les détails, mais où là, en fin de compte, c'est lié essentiellement aux valeurs. Alors quand on sait qu'une croyance, la plupart du temps, c'est une composition de quelque chose qui est soit vrai, soit faux, soit bien, soit mal, ou des choses pareilles, en fait, on retrouve les croyances, mais c'est parce que on ne les a pas atomisées. On est resté avec des molécules de croyances et on a travaillé avec une molécule de croyance qui est c'est pas bien de parler à quelqu'un trop fort quand il est, etc. On construit quelque chose de confus et on n'arrivera pas à décomposer suffisamment bas. Moi, je pense que on peut facilement, enfin relativement facilement, faire abstraction des croyances dans le décodage de la stratégie en tant que telle, si on prend en compte malgré tout les valeurs ou les critères dans ce cas-ci. Parce qu'ici, je parlerai plutôt des critères. Enfin, ça dépend de la définition que vous faites entre critères et valeurs, mais pour moi, la différence entre valeur et critère, c'est qu'un critère, c'est une valeur, mais qui a une échelle de mesure où je peux positionner ce que je suis en train d'évaluer. Critère, un critère d'achat d'une maison, elle est bien située, elle est mal située. Mais la localisation, ou bien, ou agréable, ou juste, ça c'est pour moi une valeur. Et je ne pourrais utiliser valeur dans ma stratégie qu'à partir du moment où j'en ai fait un critère ou que je l'ai transformé en critère qui me permettra d'avoir un comparateur qui fonctionne. C'est-à-dire avoir une vraie comparaison qui permettra de dire il y a plus ou il y a moins. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri de notre subjectivité, on n'est pas à l'abri de scénarios où la personne qu'on modélise vous raconte n'importe quoi et qu'elle nous perd. Et ça, si, je dirais, si les croyances ont un impact dans cette partie de la modélisation qui concerne les stratégies, c'est dans l'écran de fumée qu'elle fabrique. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que si je cherche une stratégie bien définie, elle doit pouvoir fonctionner indépendamment de tout mode de croyance, mais pas de toute valeur. Et après, ça va donner lieu à peut-être une stratégie plus vaste. Et c'est ça le problème que vous avez vu dans je dirais la hiérarchie d'objectifs. Là, on va avoir des choses. Mais si on travaille au niveau de la stratégie, pour moi, croire que la croyance va jouer un rôle, c'est une croyance limitante sur le décodage des stratégies, quelque part. Parce que ça pourrait m'empêcher de plonger dans le cambouis pour ne pas, en me disant, ouais, mais de toute façon, ça va pas marcher parce que ça peut être masqué, etc., etc. Par contre, ce que appelle ta réflexion, c'est que parfois, ça n'a pas de sens de s'occuper de la stratégie. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus prégnantes dans l'expérience de la personne. À ce moment-là, il ne faut pas perdre son temps à ça. Moi, je dirais, si tu as bien nettoyé le terrain quelque part, il n'y a plus qu'à savoir, ok, maintenant qu'on a compris tes motivations, en quoi c'est important pour toi, etc. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais juste à ce moment-là? Et je fais une sorte de petite bulle dans l'univers des croyances. T'as un cas Oui, je pense. concret? Euh, Pas tout de suite, mais tout à l'heure, tu parlais des perturbations, des perturbateurs externes. Pour moi, ça peut en être un interne qui peut être difficile à décoder ou à trouver, et dans tous les cas, qui peut très, très fortement influencer une stratégie à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits de la stratégie. Soit te faire jouer en boucle, soit tout d'un coup faire sortir. Voilà. Un exemple concret comme ça, non, c'est parce que je voyais ça dans le cadre d'une stratégie où je suis en train de décoder pour moi-même euh, la stratégie de la fluidité. Euh, Comment est-on fluide quand on parle? Voilà. Ouais. Donc chacun a son casse-tête. Et donc les croyances interviennent très très fort. Et donc à quel moment est-ce qu'on pouvait
Ben voilà, donc pour moi, c'est un peu complexe, mais par contre, ta réponse, pour moi, n'est pas tout à fait complète encore. Oui. Maintenant, justement, l'exemple fluidité est intéressant au sens où c'est un objectif qui est très très haut dans un niveau d'abstraction, parce que tu as peut-être une équivalence concrète très précise par rapport à ça. Si tu arrives à exprimer ton équivalence concrète précise, on va pouvoir bosser les stratégies. Si tu restes fluide en disant, bon, ben, c'est parler aisément, ok, soit, il y a des chances qu'il va falloir qu'on creuse pour avoir un vrai objectif à modéliser. Parce que modéliser la stratégie de fluidité, ben, moi, j'y crois pas du tout, par exemple, tu vois. J'y crois pas parce que c'est trop abstrait, c'est trop moléculaire que pour pouvoir m'y intéresser. Par contre, tu vas me dire, ok, parmi les stratégies de fluidité, c'est par exemple s'exprimer sans hésitation ou sans répéter les mots. Ok, alors dis comment fais-tu pour ne pas répéter les mots, comment ne pas répéter c'est négatif, mais comment fais-tu pour parler d'une manière, je dirais, constante, trouver les mots, etc. Et là, on va descendre dans quelque chose. Et là, si je trouve quelqu'un, parce que bon, si tu ne l'as pas, je ne saurais pas le modéliser. Mais si je trouve quelqu'un qui fait, je dis, tiens, toi, quand tu parles, moi, c'est vraiment une équivalence de ce que j'appelle chez moi fluidité. Comment tu fais pour parler comme ça? Ah, ben je vois les mots qui défilent devant ma tête, je n'ai plus qu'à les aligner, ou bien ils sortent automatiquement, ok, ou comment automatiquement. Et là, tu verras que, en fait, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que à partir du moment et ça, on le voit dans l'installation des modèles et des compétences une fois qu'on les a modélisés, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des croyances dans le chemin. Oui. Donc, en fait, les croyances vont être rendre la stratégie efficace dans ce contexte-là. Et pour moi, je fais une différence entre la stratégie est contaminée par la croyance et la stratégie est dans un environnement que favorise la croyance. C'est pas la même chose. Ouais. Autre chose? Ok. Question? Commentaire? Caroline, tu vas pas t'échapper comme ça, hein? Je ne sais pas s'il faut que j'intervienne. C'est super intéressant. Merci Christian, mais je suis complètement paumée. Parce que où est-ce que tu mets ta perception et ton interprétation là-dedans? Perception, interprétation. Dans le schéma qui se trouve. C'est pas justement entre tes flèches. C'est pas les flèches, ça. Donc, Non. dans la case jaune en bas à gauche. Oui, d'accord. Ok. En fait, il y a deux interprétations. Tu as l'interprétation depuis l'objectif supérieur vers l'objectif du bas, c'est-à-dire en fin de compte, comment tu donnes sens à l'objectif que tu as défini comme point d'entrée. Et deux, comment tu donnes sens à la perception de ton état actuel de ne pas avoir encore atteint cet objectif. Ah oui, d'accord. Ok, non, j'avais pas vu ça. Ok. Ouais. C'est plus clair. Je retrouve bébé mes petits. Attends, parce que après, je pense que ça va devenir encore plus. Autre question. Profitez-en autant que vous avez l'impression que vous avez encore compris.